Moustapha Diakhaté passe devant le grand jury de RFM. Le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions. Les conclusions des travaux de la commission Amadou Mokhtar Mbow, les 2 ans de Macky Sall au pouvoir, c'est dans quelques semaines, et plusieurs autres sujets. Moustapha Diakhaté, président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Moustapha Diakhaté, bonjour. Bonjour, M. Mamoudou Ibra Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. L'émission Le Grand Jury de la RFM reçoit le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté est conseiller municipal à la ville de Dakar, membre du directoire et du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République APR au pouvoir. Moustapha Diakhaté, on commence par le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions qui a pour source les assises nationales et le programme du candidat Macky Sall finalement élu président de la République Yoonu Yokkute. Quelle lecture faites-vous, vous, de ce rapport de la Commission nationale de réforme des institutions? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité et ensuite je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble du personnel du groupe Futur Média et les auditrices et auditeurs de la RFM. Pour ce qui est du rapport, je ne l'ai pas encore proprement lu. Mais quand même, moi j'ai constaté de mon point de vue 2 anomalies. J'allais même dire 2 fautes qui sont imputables à la commission. D'abord, au niveau de la démarche. Vous savez que le président de la République a nommé un groupe de Sénégalais, d'hommes et de femmes. Et il les a chargés de lui faire des propositions de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Or, qu'est-ce qu'a fait la commission? C'est de faire des consultations citoyennes. Je crois que pour faire la consultation, le président de la République n'avait pas besoin de la CNRI. Il pouvait le faire parce qu'il a déjà fait le tour du pays, il a les moyens pour faire consulter les Sénégalais sur quel type de constitution il voulait. Donc, il avait demandé à ces Sénégalais, à ses compatriotes, qui ont fait leur preuve, de lui proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ça, c'est, je crois que la démarche, de mon point de vue, ils ont un peu fauté. L'autre faute, j'ai ouï dire qu'ils ont dit qu'ils remettent au président de la République un projet de constitution. Ce n'est pas ça ce qu'il leur a été demandé. Un projet de constitution, seul le président de la République peut le soumettre, soit à l'Assemblée nationale ou bien au peuple sénégalais pour référendum. Je crois qu'ils ils ont outrepassé leur mission. Comment? Mais bien sûr, parce qu'on ne leur a pas demandé de rédiger un projet de constitution. Ce qui leur a été demandé, c'est de formuler des propositions de réforme institutionnelle et constitutionnelle. C'est ça ce qui leur a été demandé. Je crois que les termes de référence sont clairs. Je crois que vraiment, à ce niveau, ils ont voté. Par contre, c'est votre point de vue ou mais c'est mon point de vue. Non, mais c'est ce que le chef de l'État penserait. Non, jamais je ne suis pas son porte-parole. Oui. Il est président de la République, moi je suis député du Sénégal, président du groupe. Mais je donne mon point de vue et moi je n'ai pas peur de donner mon point de vue. Ça peut être même contraire à celui du président de la République. Mais toutefois, je crois qu'il y a des éléments qui sont positifs dans les propositions qui ont été faites. Notamment la limitation des mandats. Pour les députés, eux ils parlent de 3 mandats, moi je considère qu'il faut aller à 2. Ils ont parlé de non-cumul des mandats. Je crois que aussi c'est une bonne chose, parce que comme si on regarde de près, il y a une petite minorité de Sénégalais qui concentre tous les pouvoirs au Sénégal, tous les leviers de pouvoir. Je crois qu'en luttant contre le cumul des mandats, quand même la Commission, évidemment, favorise une oxygénation de la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire un élargissement de l'assiette des acteurs politiques. Je crois que c'est une bonne chose. Et certainement, il y en a d'autres. Maintenant, il appartient au président de la République de voir ce qui est bon dans les propositions et peut-être ce qui n'est pas bon et de ne pas prendre. Donc, je crois que bon, fondamentalement, c'est les 2 objections que j'ai eu à faire, c'est à formuler. C'est sur la démarche de consultation citoyenne, je crois qu'il ne fallait pas. C'est eux-mêmes qui devaient se mettre... Mais ici, sur la démarche quand même, c'est pas aujourd'hui qu'il faut le dire. Eux-mêmes, dès le début, ont dit qu'ils vont procéder à des consultations citoyennes. Ils ajoutent aussi que leur source, c'est les assises nationales, c'est-à-dire la charte de gouvernance démocratique, mais aussi le Yoonu Yokkute. Pourquoi cela vous offusquerait? Vous savez que c'est une première au Sénégal que le président de la République désigne un groupe de Sénégalais pour lui demander de formuler des propositions. Mais ça, c'est une pratique courante en France. Vous avez entendu des rapports Attali, des rapports Jospin, etc., pour renforcer la démocratie française. Mais considérons que c'est le rapport Amadou Mokhtar Mbow du nom du président de la CNRI. Pourquoi ça devrait gêner? C'est la démarche qui me pose problème. C'est-à-dire, le président a nommé des Sénégalais pour lui formuler des propositions, et eux, au lieu
de se mettre autour d'une table et de proposer, de réfléchir et de proposer des réflexions. Ils sont allés faire de la constitution pour dire à la limite qu'en fait c'est une proposition c'est un projet de constitution du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais pas du tout. Le peuple sénégalais devrait éventuellement être saisi pour référendum. Voilà, on n'en est pas là. Oui, c'est pourquoi je considère que c'est eux-mêmes qui devaient réfléchir entre eux et pour faire des propositions au président de la République. Et ces propositions, on ne peut pas les considérer comme un projet de constitution. On ne leur a pas demandé de proposer un projet de constitution, mais de proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Libre au président de les accepter ou pas. Bien sûr, mais ça, je donne mon opinion. Quand bien même les échos que j'ai eus de ce rapport, il y a des aspects qui sont extrêmement positifs et de mon point de vue, vont consolider davantage la démocratie sénégalaise. Et ça, c'est le plus important. Alors, quand le rapport dit que les propositions qui ont été faites de manière générale vont permettre un équilibre ou un rééquilibrage des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, en tant que député, comment vous appréciez Absolument, je suis favorable. Je crois qu'il faut rééquilibrer. Oui. Vous savez, Mamadou, que l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, c'est une assemblée qui est née de la défaite de 1962. En 1962, l'exécutif a vaincu le législatif. Et jusqu'à présent, nous vivons les 62, c'est la crise entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Et nous étions à l'époque dans un régime parlementaire. Parlementaire. Et ça, cette défaite, nous continuons à la ressentir. Et pendant presque plus de 40 ans, sinon même plus de 40 ans, l'Assemblée nationale a été un vassal de l'exécutif. Tout ce qui relève même du législatif, on le transfère au règlement. Je crois qu'il est temps, quand même, qu'il y ait des réformes fondamentales pour que l'Assemblée nationale puisse davantage jouer son rôle dans la démocratie. Évidemment, il y a revenir au régime parlementaire. Non, pas du tout. Équilibre. Moi, je suis pour le régime présidentiel. Et ça, je vais vous dire. Moi, dans les propositions, j'aurais bien souhaité qu'au niveau qu'il y ait deux réformes. Un, que le président de la République ne puisse plus dissoudre l'Assemblée nationale. Deux, que l'Assemblée plus jamais. Mais bien sûr, que l'Assemblée nationale ne puisse plus faire tomber le gouvernement. C'est-à-dire la motion de censure. Je crois que c'est des choses qu'il faut. Et ici, on serait dans un régime présidentiel pur à l'américaine. Elle a fait ce régime a fait. À l'américaine, on supprimerait alors le poste de Premier ministre pour avoir un vice-président. Mais tout à fait. C'est ça votre proposition. Bien ça. Vous savez que le jour de la nomination de Madame le Premier ministre, vous vous rappelez, vous étiez ici avec Aminata Touré. Oui. Vous étiez avec Barkaba dans cette émission. J'ai dit que, de mon point de vue, il y a deux raisons qui font que moi je souhaite la suppression de ce poste. Deux raisons. La première raison, vous savez que le quinquennat que le président va inaugurer, plus la jeunesse du président. Quand même tardivement. Hein. Mais bien, non, c'est pas tardif. Bientôt 2 ans qu'il est au pouvoir. C'est pas tardif, c'est pas tardif. Allez-y, continuez. Il ne fera pas un jour de plus dans 5 ans. Oui. Donc, avec le quinquennat, de mon point de vue, avec la jeunesse du président, il doit être, de mon point de vue, c'est lui qui doit donner au là. Aujourd'hui en France, on a un premier ministre, mais dans les faits, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Or, dans la Constitution française, c'est le premier ministre qui doit le faire. Mais avec le quinquennat, ça change les paradigmes des rapports entre le premier ministre et le président de la République et son gouvernement. Donc, et son peuple. Suppression du poste de premier ministre. Absolument. C'est les trois mesures qui, de mon point de vue, peuvent, en tout cas, de mon point de vue, peuvent permettre de renforcer ce que je considère comme étant la meilleure voie, c'est la voie, c'est le présidentialisme. Nous sommes moi je crois, dans ce pays, nous avons besoin d'un régime présidentiel. Évidemment, sur la suppression du président de la République, ça vous pouvez rassurer, du Premier ministre, oui. le président de la République n'est pas du tout de cet avis. Bon, c'est son droit le plus absolu. Mais je crois que moi, le modèle américain. Que si on vous suit, oui. Sur le modèle américain, vous ne seriez pas contre, avec le recul, l'idée du président Ouad de créer une vice-présidence. Bon, si ça peut être du valeur ajoutée, mais je crois que la vice-présidence d'Ablaouad, ça n'avait pas de valeur ajoutée parce qu'il y avait la vice-présidence plus un poste de premier ministre. Je crois que c'était pas utile. Par contre, moi, ce que je considère, c'est que nous avons ici le quinquennat qui réduit l'espérance de vie du président de la République, de mon point de vue, ne rime difficilement avec un bicéphalisme dans l'exécutif. Il y a bicéphalisme. Ouais, dans l'exécutif, ouais. Il y a bicéphalisme. Mais absolument, il y a un premier ministre, chef du gouvernement et le président de la République. Je crois que ça, nous l'avons emprunté de la Constitution de 1958 en France, mais ça ne suit pas avec notre pays, avec la culture de notre pays. Ici, le président de la République, qui est élu au suffrage universel, de mon point de vue, doit être le seul maître à bord. Alors, au niveau de l'exécutif. Dans le détail un peu en ce qui concerne l'exécutif, il y a une proposition aussi de la Commission nationale de réforme des institutions, ouais, qui voudrait que le président de la République ne soit plus président de parti. En l'occurrence ici, cela concerne le président Macky Sall. Est-ce que vous, en tant que député, en tant qu'APR surtout, vous êtes disposé à suivre cette recommandation ou cette proposition? Oui, mais cette recommandation certainement ne sera pas suivie. Parce que au moment où le président de la République signait la charte de la bonne gouvernance issue des institutions, il était clair qu'il n'était pas d'accord sur deux points. Le régime parlementaire
et le fait que le président de la République ne peut pas cumuler ses fonctions avec celui de chef de parti. Là, sur ces questions, sur le point, le président de la République est clair, je crois qu'il ne va pas changer de point de vue. Et pour plusieurs raisons. Et la raison la plus fondamentale. En ce moment-ci, avec la jeunesse de son parti, je crois que ce serait même, à la limite même, suicidaire politiquement que le président de la République puisse se détacher de son parti. Parce pourquoi nous n'avons pas, vous savez que... Vous n'avez pas de parti? Mais à la limite même, nous avons un mouvement de masse qui s'est créé autour de Macky Sall. Tu vois, Macky Sall personnifie même le parti. C'est la réalité. C'est pas mon souhait, mais compte tenu de la jeunesse de son parti. Ce que vous dites est grave. C'est un peu le reproche qu'on faisait à ses prédécesseurs. Mais non, la différence, c'est que il n'y a pas de rupture alors. Au moment où Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, le PDS avait 26 ans. Macky Sall est arrivé au pouvoir avec un parti qui a 3 ans. C'est la différence, c'est la jeunesse de son parti. Mais je crois que dans les années à venir, il faut qu'on envisage effectivement des moyens pour que le président de la République ne puisse pas excéder le pouvoir. Et d'ailleurs, si vous prenez, j'en reviens toujours à la France. Quand Sarkozy était candidat, il était le président de l'UMP. Il a démissionné de son poste, mais le poste a été gelé. Il avait nommé un secrétaire général délégué, ensuite les instances, il les avait confiées à des personnalités, et ça a permis une certaine collégialité pour gérer l'UMP durant tout le temps qu'il était président de la République. Mais je crois que, pour le moment, le président de la République, son point de vue, c'est qu'il va rester président de l'APR, et il a dit déjà, au moment où il signait la charte de la bonne gouvernance issue des Assises nationales, je crois que c'est une proposition qui risque de ne pas être retenue. Alors, suivant la logique que pour être candidat, il faut avoir un âge minimum de 35 ans, les membres de la commission préconise qu'il y ait un âge limite, 70 ans. Commentaire de certains, y compris parmi vos alliés, Malik Diop de l'AFP pour ne pas le citer, qui dit que c'est antidémocratique. Quel est votre commentaire, vous, là-dessus? Oui, bon, écoutez, ça peut-être c'est son droit le plus absurde, mais je crois très franchement, vous savez que nous sommes un pays extrêmement jeune. 25% des Sénégalais, ça représente 62% de la population sénégalaise. Les 35 ans, c'est presque même 80. Donc je crois qu'une population aussi jeune, je crois que leur président de la République, de mon point de vue, doit être jeune. Et je vous ai dit, Mamoudou Ibra, avec le quinquennat, on a besoin d'un président de la République au four et au moulin. Et de mon point de vue, ça, il doit être jeune. Je crois que vraiment la limite de 70 ans. Il ne doit pas avoir 70 ans. En tout cas, la limite maximum pour être candidat à la présidence de la République, ça doit être 70 ans. Et de mon point de vue, la limite maximum pour ne plus être président de la République, ça doit être 75 ans. C'est-à-dire, si vous êtes élu à l'âge de 70 ans, vous ne pouvez pas remplir un deuxième mandat. Je crois que vraiment, ça me semble être une très bonne chose. Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar, on revient au fameux avant-projet de constitution. Vous dites que vous êtes contre la démarche. Le rapport dit que cet avant-projet de constitution contient des dispositions qui, dans plusieurs domaines, sont des ruptures par rapport à celles qui figuraient dans les constitutions précédentes. D'autres sont même totalement nouvelles, n'ayant pas donc été évoquées dans aucune autre constitution du pays. Mais vous devriez applaudir. J'ai applaudi. Je vous dis que dans le contenu, ce n'est pas de problème fondamentalement. C'est au niveau de la démarche et de l'appellation. Je considère qu'ils ne doivent pas l'appeler projet de constitution. Ils doivent l'appeler proposition de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Ça, je suis clair. Si vous ne bougerez pas, parce que seul le président a le pouvoir de présenter un projet de constitution, soit au peuple sénégalais comme pour référendum, ou bien à l'Assemblée nationale pour qu'on vote. Mais la CNRI n'a pas compétence à proposer un projet de constitution. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ce qu'on a demandé à la CNRI, c'est de formuler des propositions de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Ça se trouve effectivement dans le texte, mais c'est l'appellation qui pose problème. La démarche me pose problème, parce que le président ne leur a pas demandé de consulter le peuple sénégalais, de consulter les Sénégalais pour voir quelle est la constitution qu'on doit avoir. Il leur a demandé de lui, en tant que comité, qui est nommé par décret, de réfléchir pour proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je crois qu'à ce niveau, quand même, ils sont outrepassés leur mission. Mais cela n'enlève en rien, de mon point de vue, à la qualité du travail qui, je pense, que le président de la République certainement en tiendra beaucoup compte. Et de mon point de vue, je crois qu'il faut voir dans les réformes proposées par la CNRI, ce qui peut être applicable immédiatement.
et en faire un package. Oui, par exemple, ils ont parlé de la Cour constitutionnelle qui devrait être rapidement votée comme loi, parce que estimant que c'est extrêmement important. Oui, moi je crois que bon, créer une autre justice. Moi je crois que l'actuel Conseil constitutionnel, il faut renforcer tout simplement ses prérogatives. Et c'est possible. C'est la loi portant création du Conseil constitutionnel. Il faut renforcer les compétences de cette Constitution. Pour vous, pas besoin de créer une Cour constitutionnelle. Mais il faut renforcer les compétences, c'est tout. Je crois que vraiment on n'a pas besoin de créer. C'est-à-dire, expliquez-vous. Mais c'est-à-dire permettre à la Constitution de dire de moins en moins qu'il est incompétent. Souvent, quand on le saisit, il dit qu'il est incompétent. Je crois qu'il faut le rendre davantage compétent. Et parce que le Conseil constitutionnel, quand même, occupe une place centrale dans le fonctionnement de la démocratie sénégalaise. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut réformer. Mais si vous créez une cour et que vous gardez les mêmes compétences pour le Conseil constitutionnel, ça ne revient à rien du tout. Donc le problème, c'est de renforcer les compétences du Conseil constitutionnel. Et mieux, c'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, c'est de renforcer davantage l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport à l'exécutif. La séparation des pouvoirs, c'est un enjeu de taille. C'est une exigence pour la démocratie moderne. Par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, qui continue d'être présidé par le chef de l'État. Je crois que très franchement, ça fait partie des réformes qu'il faut introduire. C'est-à-dire que le président de mon point de vue, ne doit pas présider le Conseil supérieur de la magistrature. C'est mon opinion, ça. De ce point de vue, vous êtes presque d'accord avec la CNRI. Non, écoutez, je vous dis, dans le contenu, moi je n'ai pas de problème. La CNRI dit concrètement, concernant la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature, il faut voter très rapidement les lois, les changements préconisés. Absolument. Moi, dans le fond, je crois que les propositions sont bonnes, mais c'est-à-dire le fait de l'appeler projet de constitution, ce qui me pose problème. Ils ont outrepassé leur mission. On ne leur a pas demandé de proposer une constitution, mais de proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est comme ça qu'ils devaient l'appeler. Je crois qu'ils devaient se limiter à ça. Maintenant, la démarche, elle est déjà faite. Je crois qu'ils ont constitué les Sénégalais, mais je crois que là aussi, on ne leur a pas demandé ça. Mais quand bien même, je crois que il y a d'excellentes propositions qui, de mon point de vue, intégrées dans le dispositif juridictionnel de ce pays, dans le dispositif législatif de ce pays, pour permettre quand même de consolider davantage notre démocratie et de permettre à notre pays de tenir son rang. Et à ce titre, moi personnellement, je les félicite. Mais je crois que quand même sur ces deux points de démarche et d'appellation, ils ont fauté. Autre proposition de l'équipe du président Amadou Mahtar Mbow, élargissement de la mission du Parlement, monocaméral, maîtrisant mieux le travail parlementaire avec un pouvoir d'amendement renforcé, une représentation minimale garantie à la minorité, un encadrement des conditions de sa dissolution. Mais attardons-nous sur la proposition que le Parlement reste monocaméral, c'est-à-dire qu'on ne ramène pas demain le Sénat. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord avec eux. Je crois que le Sénat, ça ne sera pas une valeur ajoutée par rapport au fonctionnement des institutions de la République. Maintenant, je crois que tout ce qui... Il semblerait que ça effleure un peu l'esprit du président. Ah, je ne suis pas entré dans son esprit à ce niveau-là. Pas plus tard qu'hier, on était ensemble, mais je n'ai pas... Et qu'est-ce qu'il a dit à propos du Sénat? Puisque vous étiez... Non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Je crois que vraiment c'est lui qui l'a dissous. Et si demain il décide de ramener le Sénat qu'il a lui-même supprimé? Vous savez, avec les si, comme disait l'autre. Non, mais on peut mettre l'Afrique dans une bouteille. Non, c'est important de poser. Non, c'est important de poser cette hypothèse. Oui, mais écoutez, moi ce que je dis, parce que dans l'histoire, on sait que le Sénat a été supprimé, ramené, supprimé. Je suis d'accord. Et si demain le Sénat devrait revenir? Moi, je suis d'accord avec la CNRI que le Sénat ne doit pas être ramené. Aussi simple que ça. Moi, je suis d'accord avec eux. Ça doit être monocaméral. Maintenant, pour tous ceux qui ont dit le pouvoir d'amendement, tout ça, mais ça existe, hein. Vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée, qui est une loi organique, mais donne beaucoup de pouvoir aux députés. Le problème de l'Assemblée, ce n'est pas une question de texte. De mon point de vue, c'est une question de compétence. Au jour d'aujourd'hui, le député, il est face à lui-même. On a des instants parlementaires que pendant la période budgétaire. De mon point de vue, ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans les réformes de l'Assemblée nationale, c'est de doter l'Assemblée nationale d'expertise, de compétences qui puissent permettre aux députés, tout au moins, d'être au même niveau de compétences que l'exécutif. Un ministre, il a entré par combien de conseillers? Le premier puisse doter d'une structure avec des cadres de haut niveau sur tous les points, sur toutes les questions dont l'Assemblée nationale est compétente pour conseiller. L'assistant parlementaire, on en parle depuis des années. Moi, je ne parle même pas d'assistant parlementaire, moi je parle de conseiller parlementaire. Vous savez, il y a dans certains pays comme le Bénin, il y a des structures, comme je crois que ça s'appelle cellules d'appui, des choses comme ça. Oui. Je crois qu'on peut effectivement le faire pour permettre en tout cas à l'Assemblée nationale
au député, quand il veut faire un amendement, de disposer d'un personnel qui puisse l'aider à rédiger ces amendements. Quand un député veut faire une proposition de loi, qu'il dispose d'un personnel à l'Assemblée nationale pour pouvoir l'aider à faire ce travail-là. Aujourd'hui, si vous allez au service législatif, d'abord ils ne sont pas nombreux, mais ils n'ont même pas de locaux. Donc je crois qu'il faut renforcer le personnel de l'Assemblée nationale pour assister les députés sur toutes les questions où ils sont compétents. Je crois que si on le fait, évidemment ça va changer. Maintenant, l'autre chose, le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale, je crois que le contrôle nécessite des compétences. Des compétences. Oui, mais au-delà de la compétence, mais surtout de permettre aux commissions qui sont mises en place de fonctionner. Mais c'est permis. On a suivi l'épisode de la commission des finances qui n'a même pas de contrôle justement, qui n'a pas pu faire son travail pour des questions politiques, par exemple. Non, sur les questions, peut-être c'est pas sur les questions, mais c'est-à-dire sur les compétences sont réglées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les commissions sont compétentes pour auditionner qui ils veulent, pour mettre en place des commissions d'enquête parlementaire, pour faire des missions d'information, pour créer des groupes d'études. Les commissions ont des mais aussi le contrôle des finances de l'Assemblée nationale. Absolument. Et cela a manqué. C'est les autres commissions techniques. Mais la commission interne, la commission de comptabilité, de mon point de vue aussi, doit avoir la possibilité d'accéder à toutes les informations liées à la gestion de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que cela, non seulement je ne dis pas nous ne le devons pas au peuple sénégalais, mais à nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes députés, nous devons savoir ce qui s'y fait. Et souvent, c'est d'être député de Wadi ou de Wad ou d'Abdou Diouf. Être tout simplement député tout court, du peuple. Accéder aux informations là-bas. C'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure, je vous ai dit avant qu'on entende ça, c'est-à-dire que la question de la bonne gouvernance et de la transparence transversale, ça doit traverser tous les pouvoirs. De mon point de vue, il doit y avoir la transparence et la bonne gouvernance. À l'Assemblée nationale, il doit y avoir la transparence et la bonne gouvernance dans le pouvoir judiciaire, tout comme il doit y avoir transparence et bonne gouvernance au niveau de l'exécutif. C'est pourquoi je reviens toujours à ma proposition initiale. Vous savez, Mamoudou, on a besoin de doter ce pays d'un observatoire national chargé de la bonne gouvernance. Un observatoire autonome des pouvoirs exécutifs, du législatif et du judiciaire pour pouvoir être le garant du bon fonctionnement de nos institutions sur la question de transparence et de bonne gouvernance. C'est une nécessité pour le pays. La CNRI parle d'autorité de régulation de la démocratie. Je crois que sur ce point, on est sur la même longueur d'onde. Alors, mais à côté de tout cela, des lois qu'il faut voter, des institutions qu'il faut réformer, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de questionner la volonté d'indépendance du député lui-même? Je donne un exemple, l'épisode Cheikh Diop John de votre parti, qui a osé se présenter contre Moustapha Niasse à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous-même, en tant que président du groupe parlementaire, vous êtes monté au créneau, vous l'avez même sanctionné. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que... En quoi il avait fauté et il méritait d'être envoyé au poteau? Ce n'est pas une faute parlementaire, c'est une faute politique. Le président Moustapha Niasse... Mais là, on parle des institutions. Non, je vais vous dire parce que la sanction n'était pas une sanction parlementaire. C'est une sanction politique. Le groupe, c'est une organisation politique. Ce n'est pas une organisation parlementaire. Il a été suspendu du groupe et non de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il faut que les gens fassent attention. La faute politique, c'est quoi? C'est le groupe Benno Bokk Yakaar qui a présenté la candidature de Moustapha Niasse pour la première année, qui a représenté la même candidature. Et avec l'accord du président de la République et pratiquement de tous les alliés. L'accord du président de la République. Mais sur le chef. En quoi cela concernerait le président de la République? Non, je veux dire plus exactement. Au nom du président justement de la séparation des pouvoirs. C'est le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale, le président de commission, ça c'est des propositions politiques. En France comme ailleurs. Le président de l'Assemblée nationale en France, il est proposé par le Parti socialiste français. Aussi simple que ça. Ça, je crois qu'il faut le comprendre. Ça fonctionne dans tous les pays, aux États-Unis, partout, en Allemagne, en Angleterre. C'est comme ça que ça marche. Les fonctions, au niveau des institutions parlementaires, c'est des fonctions politiques. Ils sont désignés. Permettre quand même au jeu démocratique de se poursuivre, y compris à l'Assemblée nationale. La faute politique, c'était quoi? C'est d'aller dans le sens contraire à la volonté du groupe et de ne l'avoir pas informé. Moi, au moment où il déposait sa candidature, que j'ai été informé, je l'ai appelé pour lui dire, mon grand, retire sa candidature là, ça vraiment se sentir. Bon, il m'a donné des explications, mais je crois que franchement, ce n'était pas du tout nécessaire. Parce que nous, vous savez, je vous le dis, nous déjà à l'Assemblée, nous sommes une fédération de groupes qui est assez compliquée à gérer. Je crois qu'ajouter ces genres de choses-là, ça pouvait ne pas aller dans le bon sens. Donc, ce n'était pas une sanction parlementaire, mais c'est une sanction politique, et cette sanction a été rapportée quand devant le président de la République, il s'est expliqué. Bon,
Il n'y a pas de problème. Et moi, il continue. C'est la personne que je consulte le plus dans ce que je fais au niveau de l'Assemblée nationale. Sur toutes les questions économiques et financières, mais je le consulte. C'est pourquoi j'ai été abasourdi qu'il dépose cette truc-là sans d'abord m'en parler. Parce que même si lui parle moi de ce que je fais, j'aurais bien aimé... Mais vous êtes un petit dictateur. Non, écoutez, je vous dis, je lui parle de ce que je fais. C'est-à-dire, toute initiative que je prends au niveau je lui demande toujours de nous faire des analyses et de nous faire des propositions d'axes de décisions à prendre. Mais quand même, quand on suit d'une telle confiance, je crois comme, et puis moi, je considère comme un ami, parce que vous savez, moi, nos 2 maisons étaient conduites à Gossas, où j'ai fait passer 4 ans. Donc, c'est le député que je consulte le plus. Très bien. Alors, c'est pourquoi, en tant que président de groupe, je ne voulais pas aussi donner, quand même que ça soit une boîte à Pandore et que n'importe qui peut demain sauter et dire que je suis candidat à ceci ou cela. Je crois qu'il faut la discipline d'abord. La démocratie ne nuit pas aussi à la discipline. Dernière question relative aux réformes institutionnelles. Quelle démarche? Il y a 2 options, la démarche référendaire ou alors la démarche parlementaire. Pour moi, ce qui est important, c'est que les bonnes propositions qui sont contenues dans les propositions de la CNRI, si on peut en aller dans une application immédiate, oui, je préfère. Donc, démarche parlementaire. Absolument. Pas besoin d'un référendum. Oui, je ne crois pas. Et si on vous suit, on n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ah oui, c'est vous qui le décrétez. Il n'y en aura pas. Et si c'est la volonté du peuple sénégalais? Quelle volonté? Le peuple sénégalais n'a pas exprimé une volonté d'avoir une nouvelle constitution. Je pose une question. Je n'en sais rien. Oui. Une constitution, la constitution du Sénégal. Oui. Les institutions de ce pays-là ont permis en moins de 12 ans 2 alternances. Nous avons des institutions assez stables. Nous avons une bonne constitution qu'il faut améliorer pour rééquilibrer davantage les pouvoirs exécutifs, judiciaires et parlementaires, législatifs. Il faut améliorer davantage la séparation des pouvoirs. Il faut donner plus de droits aux citoyens. Je crois que c'est dans ça, mais avoir une nouvelle constitution, franchement, nous n'en avons pas besoin. Bon. Maintenant, une constitution, c'est une œuvre humaine, et une œuvre humaine est toujours améliorable. Et je crois que la CNRI va dans le sens d'améliorer les dispositifs constitutionnels, d'améliorer le fonctionnement des institutions, mais surtout va dans le sens d'un changement de constitution. Bon. Non, de réforme constitutionnelle. De réforme constitutionnelle, mais de changement de constitution. Sinon, elle n'aurait pas proposé un projet de constitution. Mais c'est pour ça qu'ils sont outrepassés. Alors, comme on dit, tout ce que dit le petit Mor, il a appris sur la table, c'est peut-être la volonté du président Macky Sall, qui est président de votre parti. Mais bien sûr, oui, mais le parti n'a pas encore statué. On verra tout cela. Le parti n'a pas encore statué. Changement de thème, Moustapha Diakhaté, qui est l'invité du grand jury de la RFM, il est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, groupe parlementaire majoritaire, acte 3 de la décentralisation, qui devrait être marqué par la suppression de la région comme collectivité locale, une départementalisation et une communalisation universelle. Une bonne réforme? Absolument. C'est une très très bonne réforme. C'est un grand texte. Je savais que vous n'allez pas dire le contraire. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ça approfondit la décentralisation. Vous savez qu'avec la communalisation universelle, c'est-à-dire les communautés rurales et les communes d'arrondissement vont devenir des communes de plein exercice. C'est donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Et je crois que c'est une bonne démarche. L'autre bonne démarche, c'est l'érection des départements en collectivité locale. Ça va encore rapprocher, ça va permettre encore davantage aux populations d'être maîtres de leur destin. Et maintenant, la réforme phare, c'est la mise en place de 6 à 7 à 8 pôles régionaux. Oui. Je crois que ça, mais sauf que ça, c'est pas pour le moment. Mais c'est pas le moment, c'est pas pour le moment. C'est ce qu'on appelle la deuxième phase de la réforme. La deuxième phase de l'acte 3. Je crois que, très franchement, ce sera quand même le buzz. Vraiment le top. Et ça va dans le sens des réflexions qui ont été menées d'ailleurs par Cheikh Anta Diop, et ça va même dans le sens des réflexions qui ont été des associations, et même des associations des conseillers régionaux, des présidents de conseils régionaux. Je crois que quand même ce sera une réforme phare pour que le pays ait mais environ... pourquoi ne pas le faire maintenant au lieu d'entretenir une polémique inutile? Justement, l'association des présidents de région a dit son opposition à la suppression justement des conseils régionaux. Non, je crois que ils sont d'accord pour qu'on mette en place 6 à 8 pôles régionaux. Ils sont d'accord sur ça. Maintenant, ce qu'ils souhaitaient, c'est que les conseils régionaux soient restés en attendant la mise en place. C'est cela, justement. Nous avons choisi de supprimer. Maintenant, une fois les élections locales terminées, la réflexion va commencer pour voir comment... Parce que, écoutez, mais dans ce cas, pourquoi vouloir faire une réforme qui n'est pas prête? Non, on sait pourquoi on ne l'a pas fait.
C'est pourquoi là-bas, si elle était prête, on allait mettre les... Non, au lieu de parler de première phase, deuxième phase, attendre, mettre en avant la concertation, le partage avant de réformer. Le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je crois que l'essentiel des acteurs sont d'accord sur la communalisation universelle, c'est-à-dire la transformation des communes rurales en communes et des communes d'arrondissement en communes. Tout le monde est d'accord. Ça, il n'y a pas d'objection. Bon, il y en a certains qui il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas encore lu d'objection par rapport à l'élection des départements comme collectivité locale. Sur ces deux, les gens sont d'accord. Donc, on les applique. C'est une démarche graduelle. Parce que tout ne peut pas être fait tout de suite. On fait ce qui est possible, on le fait tout de suite. C'est ça la démarche de Macky Sall. Je crois que c'est une démarche pragmatique. Est-ce que le texte est revenu à l'Assemblée nationale? Pas encore. Bon, ce qui va être changé, des collectivités locales. Oui, ce qui va être changé, c'est peut-être la référence que celui qui ne sait pas lire, écrire en français, ça, on va. En langue nationale, en langue officielle. Ce qui renvoie au français. Oui, c'est quoi, il faut l'enlever. Vous savez, entre 54 ans après. Et d'ailleurs, je crois que dans la Constitution, on doit enlever cette référence, dire que le français c'est notre langue officielle. Je crois, franchement. Ah oui? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Adopter l'anglais aussi comme langue officielle. Deuxième langue officielle. Ah oui, vous êtes pour cela. Mais bien sûr. C'est fait au Rwanda, au Gabon. Mais il faut même introduire l'anglais depuis l'école primaire. Vous n'avez qu'à faire la proposition. Vous êtes député, vous avez le pouvoir de le faire. On est en train de réfléchir. Moi, j'ai en train de réfléchir. J'en ai discuté d'ailleurs. Je ne veux pas certainement... C'est intéressant ce que mais vous absolument. Mais on doit introduire l'anglais dans notre enseignement. Et d'ailleurs, dans les grandes réformes, au primaire, depuis le primaire même, d'accord. Depuis le primaire, tout récemment, j'ai dit au professeur Mawari Taouyan, au niveau des facultés, toutes les facultés, tous les étudiants des facultés doivent recevoir un enseignement en anglais. Vous allez en France, parfois, il y a des séminaires, des conférences où les Français parlent anglais. Donc l'anglais, c'est un outil indispensable si nous voulons que le Sénégal, quand même, reprenne sa place dans le monde. Si nous voulons que le Sénégal tienne son rang, il nous faut effectivement, de mon point de vue, que l'anglais soit enseigné depuis l'école primaire jusqu'à... Maintenant, pour ce qui est les arabisants vont se fâcher parce que quand même, il y a une bonne partie de la population sénégalaise. C'est la même chose. Nous qui militons pour que l'enseignement de l'arabe, du Coran même, soit fait depuis l'école primaire. Ça, nous sommes pour ça. Et le président de la République est en train de travailler pour que les daras modernes soient mieux. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le bac arabe est reconnu. Donc je crois que les arabisants ne seront pas mécontents. Moi je ne le dis pas pour l'arabisant, mais c'est donner à notre pays les atouts de sa réussite. Et je crois que l'anglais, tout comme l'arabe, de mon point de vue, c'est des langues que les Sénégalais doivent maîtriser pour pouvoir tenir le rang dans le monde. Alors, Moustapha Diakhaté, il n'y a pas que ça comme critique à l'encontre de l'acte 3 de la décentralisation. On a entendu le maire de Dakar, vous êtes d'ailleurs membre du conseil municipal de la ville de Dakar, la capitale sénégalaise, Khalifa Sall, dire en réalité que cet acte 3 va tuer la ville de Dakar telle qu'elle existe aujourd'hui. Enfin, je ne partage pas son point de vue, c'est mon ami. Ville qui sera vidée de sa substance, d'ailleurs au profit des communes d'arrondissement. Mais non, c'est pas le cas. C'est sa position. Non, c'est sa position, c'est le droit. Mais c'est pas conforme à la réalité. Ce qui va changer, c'est le mode de désignation des conseillers municipaux de la ville de Dakar. La ville, c'est la fédération des communes. Mais il est normal que quand même que ces conseillers émanent des communes. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est le mode de désignation qui va changer, mais les compétences, les attributions et les pouvoirs du conseil municipal de ville, du conseil de ville ne vont pas changer. Je crois que... vous savez, moi je crois que le débat, on doit le porter sur les objectifs de la réforme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'approfondissement de la décentralisation. Et c'est ça l'enjeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une démarche politicienne consistant peut-être à un peu affaiblir un adversaire, un potentiel adversaire en vue de la présidentielle de 2017 par exemple? Écoutez, vous savez, il n'est pas un potentiel adversaire, il n'est pas un adversaire. Je rappelle que Khalifa Sall, mon ami, mon maire, n'était pas le candidat du Parti socialiste à la ville de Dakar. Il était le candidat de Benno Siggil Sénégal. Je ne parle pas de vous. Non, je dis de manière générale. Donc tu parles de manière générale? Oui. Il était le candidat de Benno Siggil Sénégal. Mais Khalifa Sall n'a jamais été un maire du Parti socialiste. C'est un maire qui a une démarche participative, inclusive et multiactrice. Il a fait un bon bilan? Non, absolument. Un très très bon bilan. Un bilan extrêmement positif. Et je peux vous le dire, je peux vous le démontrer. Khalifa, dans sa démarche, si vous allez à la ville de Dakar, vous ne pouvez pas savoir qui est opposition, qui ne l'est pas. Tout le monde est associé à la gestion de la ville de Dakar. Et je crois que pour ce qui est de son bilan, il est positif. Vous savez que le projet l'est à l'école. La rénovation des écoles,
la santé à l'école. À cela, il faut ajouter maintenant les infrastructures. Je crois que ça saute aux yeux, qu'effectivement, il a un excellent bilan. Moi, écoutez, donc vous êtes pour qu'il soit... Non, je vais dire ça, dit que mieux. Vous êtes pour que Khalifa Sall ait un second mandat? Actuellement, Khalifa, oui. Président du Toit n'est pas le maire du Parti, il est le maire de Benno Bokk Yakaar. Très bien. Et dans sa démarche, il a même enjambé Benno Bokk Yakaar. Parce qu'aujourd'hui, les députés qu'on peut considérer comme de l'opposition, les conseillers municipaux qu'on peut considérer comme de l'opposition, sont associés à la session de la ville de Dakar. Et je crois que c'est pas Moussassi qui me démentira, c'est pas aussi non plus c'est une boîte qui me démentiront. Donc tous savent que c'est une démarche qui, de mon point de vue, est une bonne démarche. Il a une bonne démarche, il a un bon bilan, mais de mon point de vue, son appréciation sur l'acte 3 de la décentralisation me semble quand même être juste limite. Parce que quand même, il n'y a pas de changement au niveau des compétences et des attributions de la ville, mais par contre, il y a un changement au niveau de l'élection des conseillers municipaux. Et ce changement-là, de mon point de vue, va dans le bon sens parce que puisque la ville est une fédération de communes, il est normal que les conseillers municipaux émanent des villes. Maintenant, le mode, on verra ce que ça va donner. Si on vous suit, on ne change pas un maire qui gagne. Vous êtes pour un second mandat. Vous savez que le changement du maire ou le maintien du maire, ça revient aux populations sénégalaises. Et de mon point de vue, moi, je vous interroge en tant qu'acteur politique. Je vais vous dire ce que je pense. Oui. Moi, personnellement, je souhaite qu'on y aille au local avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je crois que dans les négociations, il est possible qu'on fasse des concessions. Maintenant, ces concessions, il faut que ça tienne compte aussi des réalités. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Je parle de Khalifa Sall. Je vais répondre. Nous avons 19 communes d'arrondissement et la ville. Oui. Ça fait 20 collectivités locales. De mon point de vue, dans la discussion, nous devons pouvoir être capables de trouver un modus operandi pour que chacun y retrouve son compte. De mon point de vue, et je le répète, Khalifa a un bon bilan, c'est un bon maire. Je crois que si on peut trouver un accord autour de sa personne pour rempiler, tout en tenant compte de la nouvelle réalité qui est l'appel, comme qui est aussi évidente qu'un nez sur un visage, qu'en fait nous devons avoir plus de responsabilités dans les communes d'arrondissement et dans la ville de Dakar. Je crois que si on est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème qu'on puisse ne pas être d'accord. Moi, ce débat-là... Même si un Mbaye Ndiaye ou une Mimi Touré non, vous savez que la question était intéressé par la ville de Dakar. Bien sûr, tout le monde peut être intéressé. Oui. Mais moi, et vous, votre candidat, c'est Khalifa Sall? Non, mais moi, je raisonne en termes de Benno Bokk Yakaar. Vous savez que Mamadou, c'est-à-dire qu'on ne traverse pas ce que je suis en train de vivre à l'Assemblée nationale, tout en cherchant à casser la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi, je souhaite que la coalition aille au local, si c'est possible. Maintenant, si c'est pas possible, eh bien, chacun aura ses candidats, et peut-être après, on trouvera un modus operandi pour voir le meilleur maire pour les villes et pour les meilleurs présidents de conseils départementaux. Quel est l'état des relations aujourd'hui entre les alliés? Parfois, au niveau de l'Assemblée, j'ai pas de problème. Moi, je gère une fédération de groupes et toutes les lois qui ont été présentées par M. le Président de la République ont été effectivement votées par le groupe Benno Bokk Yakaar. Et je fais le maximum pour que, quand même, chacun puisse donner son point de vue. Et ça, je le fais vraiment dans une totale transparence et dans la liberté. Donc, à ce niveau, en tout cas au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais par contre, pour ce qui est de la coalition proprement dite, je crois que franchement, son fonctionnement laisse à désirer. Ah ouais? Ah oui, ça ne se réunit pas, et les gens ne partagent pas. Et c'est des griefs qui ont été formés, et le président lui-même en est conscient. C'est pourquoi d'ailleurs, il a doté la coalition d'un siège qui était disponible depuis d'ailleurs au mois de novembre, et ce siège est maintenant fonctionnel. Et pas plus tard qu'hier, il l'a visité. Ah bon? Mais bien sûr, pas plus tard qu'hier, il l'a visité lui-même. Il est allé regarder. Et pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Ou je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez... le cadre n'était pas organisé. Mais je crois que si on va dans le sens de mettre en place, d'institutionnaliser la conférence des leaders de la coalition, au moins une fois par mois, de mettre en place un groupe de plénipotentiaires, une administration légère et des pôles techniques et thématiques, je crois que quand même la coalition pourra fonctionner. Et de mon point de vue, si les gens ont les espaces pour échanger, pour partager, il y aura de moins en moins de crispation et peut-être... Justement, et que l'APR accepte les critiques venant de d'autres alliés. Mais l'APR... On a suivi dernièrement une menace contre la LD, qui a fait une sortie le Yonou Yokouté. Non, c'était... Menace d'exclusion. Non, c'est un député, c'est une personne... Comme le Réumi Dirisseg a été exclu. Non, le Réumi n'a jamais été exclu. Non, le Réumi n'a pas été exclu de la coalition. Oui, ils sont partis, mais ils ont été poussés à la porte. Non, ils n'ont pas été poussés, même les lettres de démission que j'ai reçues de ces députés, mais c'est des lettres de démission par convenance personnelle. Et jusqu'à présent, moi, je continue à avoir les meilleurs rapports et même à travailler avec eux.
Avec eux. Moi, je travaille sur des questions de l'Assemblée avec Oumar Sarr. Quand bien même il n'est plus de la coalition. Parce que moi, je ne suis pas un homme fermé. Moi, je considère. Maintenant, c'est vrai, la coalition, de mon point de vue, a un problème de fonctionnement. Et je crois qu'on va rectifier. Maintenant, pour ce qui est de la LD, c'est un responsable de l'appel qui a donné son point de vue, mais le parti ne s'est pas encore prononcé, quand même. Ça, je crois que je ne vous rappelle rien. Mais, mon livre, permettez-moi quand même, quand la LD réunit ces jeunes, ils peuvent effectivement, certainement critiquer, ils vont nous écouter, critiquer ce que m'a fait Macky Sall. Mais il ne faut jamais oublier que depuis 2012, nous sommes en train de gouverner le pays avec eux. Au niveau de l'Assemblée nationale, où ils sont présents dans le groupe, au niveau de l'exécutif. Et le président a confié des postes stratégiques importants à des responsables de la RT, notamment Seydou Sissal. Ils sont comptables du bilan. Mais absolument, ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, je crois que vraiment, au lieu de faire preuve de compétence par rapport à l'analyse du programme Yonou Yokouté, il aurait dû quand même au moins analyser ce que nous avons fait, en bien et en mal, mais aussi peut-être dire eux ce qu'ils souhaitent pour le pays. Je crois que vraiment, c'est pas des bons débats. Ça vicie l'atmosphère. Or, le Sénégal n'attend pas ça de nous. Moi, je dis toujours, nous les acteurs du pouvoir, nous n'avons pas le droit de donner du tournis au peuple sénégalais. Nous devons les rassurer, c'est-à-dire en proposant des solutions aux problèmes qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ce que fait Macky Sall depuis qu'il est le président. À propos des locales, la question du report, d'un second report même est revenue. Vous êtes pour un nouveau report? Du tout. Pour moi, le 29 juin, pas une seconde de plus, on doit tenir les élections locales. Et c'est ça la position du président de la République. Et c'est l'instruction qu'il a donnée au ministre de l'Intérieur pour que les élections se tiennent le 29 juin 2014, point barre. Et il doit s'y tenir. Et il s'y tiendra. Ordonné, décidé par Moustapha Diakhaté. Non, par le président de la République et par l'intérêt national. La traque des biens mal acquis, un autre thème de notre émission, Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar. Cette procédure est marquée dernièrement par le recours en inconstitutionnalité de M. Karim Wade, jugé recevable par la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel va très prochainement statuer là-dessus et donner une décision. Une bonne décision de la Cour suprême? Bon, ça c'est l'avenir qui le dira, mais de mon point de vue, la Cour suprême n'est pas compétente pour juger de l'inconstitutionnalité ou pas d'un texte de loi. Vous savez que... Elle n'a pas jugé, elle a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. Elle n'est pas... La Cour suprême, c'est pas un courtier. C'est pas son rôle, ça. Je crois que les gens du PDS peuvent saisir le Conseil constitutionnel, s'ils en ont les moyens juridiques. Non, franchement, je crois que ce n'est pas ça le problème. Vous savez, moi je le dis et je le répète. La CREI a été créée par une loi. Elle ne peut être abrogée que par une loi. Ouais. J'ai oublié de le mentionner, le recours en inconstitutionnalité contre la CREI, effectivement, oui. Vous savez que la CREI, elle est créée par une loi. Et elle ne peut être abrogée que par une loi. C'est pas parce qu'elle n'a pas été appliquée de 1981 à 2013 ou 2012 qu'elle n'est plus une loi. C'est une loi de la République. Par contre... Oui, mais une loi de la République qui n'est pas constitutionnelle c'est le Conseil constitutionnel qui doit le dire. C'est le Conseil constitutionnel qui doit le dire et non la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas compétente en la matière. Mais elle ne l'a pas dit. Heureusement pour elle. Elle a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. C'est pas son rôle de renvoyer, c'est pas un courtier. C'est pas un courtier, là. Vraiment, à ce niveau, je crois qu'elle a outrepassé ses prérogatives. En quoi il est... D'ailleurs, ça encore revient. Vous savez, monsieur Mamadou Ibra Kane, la question de la transparence, je l'ai dit au début, ça doit traverser tous les pouvoirs. Je crois qu'on doit savoir ce qui s'est fait là-bas. Ne pas nous tenir nos limites seulement à des arrêtés. Je crois que quand même, nous devons veiller à des arrêts. Oui, à des arrêts, pardon. Nous devons quand même travailler à ce qu'il y ait plus de transparence dans le travail du pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais écoute, moi je ne sais pas qui a pris cette décision. J'aurais bien aimé savoir. Écoute, il donne. Mais c'est la Cour suprême, on n'a pas besoin de savoir qui a voté. Il agit au nom du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais doit savoir qui fait quoi. Ah, écoutez, vous savez, les anonymats, avec les anonymats, on peut tout se permettre. La transparence partout, ça doit être une règle en démocratie. Je crois que c'est un cap que le pays doit prendre. Et ça, c'est mon opinion. Maintenant, pour la CREI, et je répète, la CREI a été créée par une loi. Seule une loi peut l'abroger. Maintenant, du Conseil constitutionnel qui va quand même statuer là-dessus. Je n'attends rien du tout. Moi, je crois que ce qu'il faut, les Sénégalais doivent retenir. Qu'ils se déclarent compétents, quand même, c'est important, non? Oui, ce que les Sénégalais doivent retenir, ce que vous appelez la traque des BMA, ce n'est rien ni plus qu'une volonté affirmée, une exigence du peuple sénégalais de la bonne gouvernance dans les deniers publics.
Vous savez, Mamadou Ibra Kane, si le Sénégal est encore un pays pauvre, et une bonne partie des pays africains, c'est parce que nous avons été pendant longtemps mal gouvernés. La probité des acteurs politiques est une exigence en démocratie. Et la réactivation de la CREI, tout comme le code de transparence, les réformes du Conseil de la Cour des comptes et de l'IGE participent de cette dynamique impulsée par M. le Président de la République pour que le Sénégal tienne son rang en ce qui concerne la bonne gouvernance et la transparence. Mais on est bien d'accord, mais par rapport à cette volonté justement de faire en sorte que les choses soient transparentes, de promouvoir la bonne gouvernance, que faites-vous de cette décision prêtée au président de la République d'amnistier, entre guillemets, Mme Sindiély Wade? Mais elle n'en a pas les compétences. Le président ne peut pas amnistier qui que ce soit. C'est pas son rôle. J'ai entendu ce débat-là. On dit oui, on ne peut pas arrêter les deux frères, le frère et la sœur. Oui. Je reprends la réponse de Modignan. Et si le frère et la sœur sont des voleurs, on les prend. Vous savez que je crois qu'on ne peut pas, il ne faut pas poser le problème en ces termes-là. Vous êtes pour des poursuites judiciaires éventuellement contre Mme Sindiély Wade dans le dossier des Fesman? Le Fesman. Vous êtes pour mais absolument. Judiciaires? Mais bien sûr, il y a des choses exécrables qui sont passées. Ah oui? Vous savez que c'est des milliards que les Sénégalais ont investis. Vous jugez déjà. Non, mais quelles sont les preuves que vous détenez? Non, je vous dis. C'est-à-dire que c'est des milliards qui ont été dépensés. Mais quel est le résultat? Mais il faut au moins qu'on nous dise les milliards qui ont été dépensés. Voilà les résultats et que voilà comment on les a dépensés. Je crois que ça c'est une exigence quand même de la démocratie. C'est pas là qu'on soit la fille ou le fils de Wade qui est là le problème. Le problème c'est que c'est des deniers publics qui ont été utilisés pour le Fesman, mais les Sénégalais doivent savoir ce qui a été fait. S'il y a des fautes, mais on sanctionne les fautes. S'il n'y en a pas, eh bien, elle sera libre de faire ce qu'elle voudra dans l'avenir. Mais je crois quand même, c'est pas parce qu'on est fils ou fille, ou bien que le fils est pris et que la fille ne doit pas l'être, même si elle est faute. Je crois que franchement, ça c'est pas une bonne démarche. Très bien, il nous reste 4 petites minutes, on va y aller très rapidement. Question instantanée, réponse instantanée. L'Assemblée a voté récemment la loi sur la baisse des prix du loyer. Reste le défi de l'applicabilité ou de l'application. Ouais. En tant que député, qu'est-ce que vous... non seulement il faut aller, mais je crois que même, on doit même aller pousser la réflexion sur la question des loyers et du logement au Sénégal. Moi j'avais dit à Madame le Premier ministre qu'il faut qu'on dote ce pays d'un observatoire national sur les loyers. Ça doit être encadré. Et d'ailleurs, de mon point de vue, il faut même catégoriser. C'est pas dire tel montant, non. C'est-à-dire que catégoriser le loyer, parce que bon, quelqu'un peut construire un château dans la banlieue, tout comme un taudis peut être loué à Dakar. Donc je crois qu'il faut qu'on catégorise et que les loyers soient suffisamment encadrés et qu'il y ait des seuils qu'on ne peut pas dépasser. Vous savez qu'en 20 ans, les loyers ont augmenté de 56%, c'était intenable. L'essentiel des économies des ménages était utilisé au niveau des loyers. Je crois que c'est excessif. Et ce que la mesure qu'a prise le président de la République est une bonne mesure et il faut de mon point de vue aller plus loin et l'élargir aux beaux commerciaux aussi. Ah oui. Ah oui, il faut l'élargir aux beaux commerciaux. Ah oui, les beaux commerciaux. Absolument, il faut l'élargir aux beaux commerciaux. Les locations à usage commercial. Il faut l'élargir. Les loyers. Mais vous avez la possibilité de le faire. On le fera. Le pouvoir d'amendement, par exemple. Pas plus tard qu'hier, j'en ai discuté avec lui. Non, c'est vrai, ça, le pouvoir d'amendement. C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait. Non, mais ça, allez, ça, parce que c'est une loi qui a été prise en procédure d'urgence. On n'avait même pas le temps de formuler des amendements, mais je crois que tout le monde est d'accord, comme les beaux loyers aussi, les loyers à usage commerciaux coûte excessivement cher. Le code de la presse, quand est-ce que l'Assemblée va le voter? Bon, je sais pas de toute façon, bon, j'ai rencontré... Vous êtes braqué, vous, en tant que député, contre la déprisonnalisation? Mais absolument, absolument. Vous savez, moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis contre même la haute cour. Je souhaite qu'on la supprime dans l'arsenal judiciaire. Oui, vous l'aviez dit en off the record, vous le dites en on the record maintenant. Je ne crois pas à des juridictions spéciales. Ok. Pourquoi un journaliste, quand il insulte, quand il diffame, on ne doit pas le sanctionner? Et quelqu'un qui insulte quelqu'un dans la rue, on l'arrête. Mais l'insulte, c'est pas une opinion, c'est un délit. Par contre, il faut aménager la loi de telle sorte que quand moi on parle de dépénalisation des délits de presse. Quand je tiens un propos dans votre émission, ça doit être l'auteur et vous peut-être le complice. Ce qui n'est pas le cas dans la loi actuelle. Dans la loi actuelle, quand le journaliste relie une information, enfin un propos, le journaliste est l'auteur et l'auteur est complice. Donc vous dites enlever déprisonnalisation et nous votons le code de la presse. Mais demain matin, c'est la loi en procédure d'urgence. Parce que dans la loi contient quand même des avancées
considérable pour la démocratie et pour la presse sénégalaise. Je crois que nous ne devons pas nous focaliser sur la question de la dépénalisation. Il faut l'enlever et maintenant, on vote la loi, maintenant, dans l'avenir, on verra. Mais quand même, et d'ailleurs même la dépénalisation, vous savez que ça ne protège pas les journalistes. Quand on vous condamne civilement et que vous ne payez pas, il y a la contrainte par corps. Donc je crois que ce n'est pas une disposition pertinente. On ne doit pas nous focaliser autour de ça. Je crois que c'est une bonne loi qu'il ne faut pas quand même laisser en rade à cause de cette affaire de déprisonnalisation. Nous sommes au terme de cette émission. Moustapha Diakhaté, merci d'être revenu à l'émission Le Grand Jury. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, groupe parlementaire majoritaire. Vous êtes membre du directoire et du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir. Merci. C'est moi qui vous remercie, Mamadou. Émission présentée avec un immense plaisir, comme toujours, par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop. Dans un instant, le journal de midi, Ismaïla Kamara. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.